et Public Sénat. Jean Pellerin, on va évidemment parler de votre ministère. On est ravis de vous accueillir avec Perrine ce matin. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression d'appartenir à un gouvernement assiégé? Quand on lit les journaux, par exemple, là, je ne parle même pas du gouvernement. Il s'agit du président de la République. Pépère est-il à la hauteur? Le Point, la gauche piégée par l'argent. Nouvel Observateur, quand même un journal de gauche. Est-ce que vous n'avez pas ce sentiment? Je vois difficilement comment je pourrais vous dire le contraire. Effectivement, la période est difficile. La presse est critique. L'opinion, je crois aussi, nous fait remonter un certain nombre de messages qui sont des messages critiques. Mais je pense que dans cette période qui est à la fois difficile sur un plan économique, sur un plan moral, je pense que le président de la République, le Premier ministre ont pris des décisions pour à la fois rassurer et assainir un certain nombre de pratiques, rassurer sur la pratique politique. Et puis, pour le reste, nous continuons à faire notre travail. Je crois que l'important, en tout cas moi je considère que l'important pour le gouvernement, c'est de continuer à mener les chantiers qui sont en cours. Ils sont nombreux, ils sont au service des Français, voilà. Mais est-ce qu'on peut justement mener ces chantiers, comme par exemple à l'exemple de Pierre Moscovici, qui est d'une certaine manière votre voisin de bureau, même si c'est le patron de Bercy, il est assiégé. Et à chaque heure qui passe, on a l'impression que la droite essaie de débusquer une faille dans le dispositif de défense qu'il a mis sur pied. C'est vrai que c'est difficile pour le ministre de l'économie et des finances, lorsqu'il est sans cesse interpellé, que ce soit par les parlementaires ou par la presse, pour rendre des comptes et justifier une action qu'il a menée, de continuer à travailler sur les dossiers internationaux, sur les dossiers européens qui sont nombreux. On voit bien que la zone euro doit quand même continuer à préoccuper nos gouvernements, la politique européenne, la politique économique. Donc c'est vrai que c'est une période qui est difficile. Il n'y a pas eu de mission clandestine en décembre, par exemple. Mais absolument pas. Je crois que d'ailleurs, il a apporté et toutes les réponses. vous estimez qu'il a été disculpé hier par les présidents des commissions des finances de l'Assemblée et du Sénat, Philippe Marini et Gilles Carrez? Il n'est pas disculpé parce qu'il n'est pas inculpé. Je crois qu'il a rendu des comptes sur la manière dont administrativement les choses se sont passées avec l'administration fiscale. C'est le chef de l'administration fiscale. Il a expliqué comment les choses s'étaient passées. Les présidents des commissions des finances sont venus à Bercy étudier un certain nombre de dossiers. Voilà, je pense que tout ça se fait dans un cadre démocratique. Il n'y a pas eu de pression, il n'y a pas eu de pression sur la presse, ni sur les administrations. Les choses ont suivi leur cours. Si vous savez, on a fait les choses de manière extrêmement régulière. Je pense que Pierre Moscovici, s'il n'avait pas fait ce qu'il a fait, on lui aurait reproché de ne pas l'avoir fait. Donc là, on est un peu dans une période où, en réalité, on est un peu accusé de tout et de son contraire. Donc je pense qu'il faut laisser aussi les choses retomber. Je pense que ça a été une véritable onde de choc. Je pense que le mensonge de Jérôme Cahuzac a beaucoup choqué les gens. Je pense que voilà, donc je crois que les mesures qui ont été prises et les annonces qui ont été faites par le président de la République, à la fois sur le patrimoine, sur la transparence de la vie politique et surtout sur la lutte contre les paradis fiscaux, sur la lutte contre l'optimisation fiscale ou la fraude fiscale. Mais ces mesures annoncées, Fleur Pellerin, ces mesures annoncées par François Hollande cette semaine, elles sont déjà à la fois contestées par les politiques et puis les professionnels, les magistrats aussi sont dubitatifs. Alors est-ce que ce choc de moralisation dépassera le stade du coup politique? Je crois que c'est absolument normal que ça suscite un débat. Il y a des pays qui sont depuis très longtemps débat, mais aussi contestation, qui sont culturellement, notamment de la part de Claude Barthelone, le président de l'Assemblée nationale. Il y a des pays comme les pays scandinaves qui sont culturellement très attachés à ces pratiques de transparence et où ça ne pose absolument aucun problème que les élus, les parlementaires, les gens qui exercent des responsabilités publiques très importantes publient leur patrimoine, soient transparents sur leur patrimoine et leurs revenus, et c'est entré dans les mœurs. En France, on a peut-être moins cette tradition. La publication, enfin les patrimoines étaient déclarés mais peut-être pas publiés, et c'est normal que ça crée un débat, que certains soient d'accord, pas d'accord, parce que le point d'équilibre est difficile à trouver entre la transparence et le déballage. Et je crois que c'est ça aujourd'hui. Moi, j'ai aucune difficulté, je suis magistrate. En plus, j'ai prêté serment, donc ça ne me pose aucune difficulté de déclarer mon patrimoine, qu'il soit contrôlé, que je fasse l'objet de contrôle. Vous allez faire lundi comme tous les autres ministres. Oui, ça ne me pose absolument aucun problème. Mais après, ce sera de nature à restaurer la confiance avec les Français. Je pense que c'était indispensable. Je pense que nous ne pouvons pas y échapper parce que les Français ont besoin de savoir que les gens qui se consacrent au service du public, que ce soit des fonctionnaires ou des hommes politiques, ils ne sont pas là pour s'enrichir. Ils sont là, ils sont au service du public, et je pense qu'ils ont besoin d'avoir la preuve matérielle que voilà, c'est quand même un choix de vie qui n'est pas le choix de vie d'aller de faire de l'argent, ce qui est pas du tout un jugement moral. Je pense qu'on peut vouloir aussi se constituer un patrimoine, le transmettre à ses enfants, etc. Le choix du service public, c'est un autre choix, et je crois que ça doit être clair pour nos concitoyens. Alors justement, il y a un problème qui est posé par tout ça, c'est que vous avez justement à gauche, avec Claude Barthelone, des gens qui ne sont pas franchement d'accord, et sur le plan de la politique économique, encore ce matin, 30 députés qui ne sont pas d'accord du tout avec la politique qui est menée. Donc, est-ce qu'on n'est pas finalement
au départ de tout ça, d'abord et avant tout dans une crise d'autorité, du leadership. C'est pour ça que je reviens à la une des journaux. C'est-à-dire une mise en cause de François Hollande à laquelle vous répondriez par moralisation. Mais le sujet n'est pas là. Non, je suis absolument d'accord. Je pense qu'il y a plusieurs sujets. Il y a le sujet de la moralisation qui fait suite, en réalité, aux révélations sur Jérôme Cahuzac. Et donc, ce sont des mesures qui étaient absolument nécessaires, je pense. Et de manière plus générale, je crois qu'il y a la réaffirmation constante depuis le début du mandat du président de la République par le Premier ministre et le président de la République d'une ligne économique qui est celle de la responsabilité budgétaire. Mais qui est contestée par Montebourg, qui est à côté de vous, à Bercy. Qui est contestée parce que c'est vrai qu'elle est par une Duflo, politique qui est par Hamon. difficile à assumer quand on est quelle politique, parce que vous voyez bien les codes de popularité qui sont en baisse. Elles sont le résultat d'une politique qui n'est pas populaire, mais dont nous savions très bien en prenant. Pardonnez-moi, mais je vais être franc. Pourquoi il ne les sort pas alors? Pourquoi il ne les sort pas? Mais parce qu'il y a des questions. Vous savez, on est dans un dialogue démocratique au sein même du gouvernement. Je crois mais ça que peut durer encore ça peut durer encore longtemps cette cohabitation entre Montebourg et Jean-Marc Ayrault. Le président de la République a été relativement clair dans sa déclaration hier où il a expliqué la ligne est celle que je répète depuis le début, c'est-à-dire la responsabilité budgétaire. Et désormais, je pense que cette ligne doit être la ligne défendue par l'ensemble du gouvernement. Donc je crois que c'est une mise au point qui est claire. Concernant votre ministère, il y a l'affaire Apple. Qu'est-ce qu'on peut faire justement contre des grandes sociétés qui décident finalement de faire le ménage, au fond, autour de tous ceux qui ne respectent pas leur domination économique sur le marché? Il s'agit, dans le cas présent, d'App Gratis. Qu'est-ce que vous allez faire? Déjà, au cas d'espèce, dans ce cas particulier d'App Gratis, j'essaie de faire un peu la médiatrice pour que il puisse se renouer, le dialogue puisse se renouer entre les dirigeants d'App Gratis et Apple, parce que pour l'instant, il n'y a plus du tout de dialogue. Il a été rompu et les dirigeants de l'entreprise n'ont pas du tout d'explication sur la manière dont ils pourraient améliorer, changer techniquement leur application pour qu'elle soit à nouveau acceptable. Mais vous avez des moyens de pression, des leviers sur Apple? Pour l'instant, on n'est pas dans la mesure de rétorsion. Puis l'État n'a pas vraiment à intervenir dans ce qui est une négociation privée. Non, mais dans votre médiation, ce que j'ai souhaité faire, c'est pas une médiation non plus. Ce que j'ai souhaité vraiment mettre en lumière à travers cet exemple, qui me paraît très symptomatique, très topique d'une situation actuelle, c'est qu'aujourd'hui, vous avez, que ce soit des réseaux ou que ce soit des plateformes, que ce soit comme l'App Store, que ce soit des moteurs de recherche, vous avez un certain nombre d'acteurs qui sont dans des positions que je ne qualifierais pas juridiquement de dominantes, mais dans les faits, c'est bien ce qui se passe. Il y a des procédures en cours à la Commission européenne, il y a eu des procédures à la Federal Trade Commission aux États-Unis pour mettre en évidence que ces sociétés sont en position monopolistique et qu'elles en abusent parfois pour mettre en valeur leurs propres services. Et je crois que ça, c'est une situation qui est d'un point de vue économique et éthique inacceptable. Alors aujourd'hui, le problème, c'est que nous n'avons pas les outils juridiques, réglementaires, de régulation qui nous permettent de protéger les écosystèmes locaux, c'est-à-dire les entreprises françaises, contre ce type de pratique. Et c'est bien là-dessus que j'essaie de trouver des solutions et d'apporter des solutions de régulation ou juridiques. C'est pas une question de brider l'économie numérique, c'est pas une question de brider l'innovation, c'est une question de rétablir de l'équité dans les rapports entre ces géants du net et des startups ou des entreprises qui sont plus faibles. Puisque vous dirigez ce secteur, en tout cas que vous y réfléchissez, comment est-ce possible qu'il n'y ait pas à terme des Google français, anglais, qu'on sorte justement de cette domination? Oui. Parce que c'est pas par l'administration qu'on va en sortir, c'est juste par la concurrence. Non, mais je pense que c'est pour que se créent des positions pour lutter contre ces monopoles et pour que se créent des positions fortes ou dominantes ou alternatives, je crois qu'il est sans doute nécessaire que l'État puisse soutenir un certain nombre d'innovations. Donc c'est ce que je fais moi dans le cadre de mon portefeuille, parce que j'ai fait en sorte qu'un certain nombre d'instruments publics pour soutenir des entreprises innovantes ou des programmes de recherche qui visent justement à créer ce type d'outils puissent être mis à la disposition des entreprises qui le souhaitent. Et évidemment, je crois que c'est une préoccupation française, mais aussi européenne, parce que ces secteurs-là sont dominants. Est-ce qu'il y a actuellement en France, il y a eu des projets, des moteurs de recherche qui peuvent être un peu concurrents des grands organismes dont on parle avec Perrine Il y a deux moteurs de recherche qui ont été lancés il y a quelques mois, Ant et Quant, qui sont des moteurs de recherche qui sont très intéressants parce qu'ils vont chercher dans les réseaux sociaux, ils ajoutent de nouvelles fonctionnalités à celles que peut offrir un moteur comme Google, qui se contente de chercher uniquement dans les sites web. Donc il y a des fonctionnalités intéressantes, mais le problème de ces moteurs-là, c'est d'obtenir une part de marché critique qui leur permet de générer des revenus publicitaires. Et voilà. Donc ce qui est difficile pour eux, c'est d'atteindre cette taille critique. Et c'est là que peut-être on peut les aider par la recherche,
recherche-développement, par un soutien. Et personnellement, je souhaite vraiment que des positions dominantes, un certain nombre de positions dominantes, puissent être contestées par des acteurs européens. Et il manque peut-être aussi un climat de confiance économique. Le chef de l'État va annoncer encore un choc de compétitivité un plan pour les PME à la fin du mois, je crois. Est-ce que ça va être de nature à renouer définitivement les liens avec les pigeons ? Ces entrepreneurs qui avaient fortement contesté vos mesures fiscales. Le tissu économique français ne se résume pas aux pigeons. Moi, ce que j'ai toujours souhaité faire, c'était quand même un mouvement d'une certaine ampleur. C'était maintenir un dialogue permanent avec les entreprises, y compris d'ailleurs au moment de cette contestation forte du régime des plus-values de cession, donc qui était mené par les entrepreneurs dits les pigeons. Moi, je n'ai jamais cessé le dialogue avec ces entreprises, puisque je considère que nous sommes dans une période de crise. C'est vrai, on demande des efforts aux entreprises. Des conditions. Et en même temps, je souhaite évidemment, parce que la croissance ne va pas se générer toute seule. Bien sûr, elle va naître des entrepreneurs, elle va naître des salariés qui travaillent pour ces entrepreneurs. Mais donc, il faut bien qu'on trouve les conditions de cette confiance dont vous parliez tout à l'heure, parce que je pense qu'elle est absolument indispensable pour que les entreprises créent de l'emploi, investissent, se projettent dans l'avenir, exportent. Et je crois que ce climat de confiance, il est absolument indispensable. Et les assises de l'entrepreneuriat que je coordonne à la demande du Premier ministre, et dans lequel on réfléchit sans tabou aux questions de financement des entreprises, aux questions de fiscalité aussi, elles auront pour objectif d'apporter des solutions, d'améliorer l'environnement des entreprises. Et je pense que le gouvernement sera prêt à annoncer des mesures opérationnelles, concrètes, pour améliorer ce climat et redonner de la confiance aux entrepreneurs. Parce que c'est vrai que c'est important. Fin avril, début mai. Fin avril, oui. Fin avril. Merci Perrine, merci Fleur Pellerin d'être venue nous voir ce matin donc sur l'antenne de Radio Classique et de Public Sénat. La suite dans un instant. Ce sera la revue de presse, le rappel des titres et Luc Ferry. Bonne journée à vous. Merci. Merci.